les filles, qui a un chewing-gum? Moi j'en ai un. Mais comment un chewing-gum peut être élastique? Mais j'ai une idée! Mais oui, c'est une très bonne idée. On pourrait faire des recherches pour savoir comment fonctionne l'élasticité d'un chewing-gum. Nos deux blondes ont fait appel à Monsieur Carda, notre super assistant, pour nous expliquer la composition du chewing-gum. Le chewing-gum, qu'est-ce que c'est? En bref, à l'origine du chewing-gum, il y a le chiclé, une gomme naturelle extraite d'un arbre que les Amérindiens mâchent. En 1869, William Finlay Sample dépose un brevet sur un produit à base de résine d'EVA qu'il appellera le chewing-gum. Et ensuite, Thomas Adams commercialise le chewing-gum. Il envahira ensuite le monde entier. Et ça, je le savais. De plus, nous savons que le chewing-gum est composé de 20% de gomme de base, 20% de sirop et 60% de sucre. La gomme de base est constituée de 5 composants qui ont chacun une spécificité. Donc premièrement, il y a l'émulsifiant. C'est un stabilisant pour garder un mélange homogène entre la phase liquide et le solide. Deuxièmement, la cire. La cire a un pouvoir anticollant et plastifiant. Troisièmement, l'antioxydant. L'antioxydant permet la conservation du chewing-gum et le rend insoluble. Quatrièmement, les résines. Ça assure le liant des matières premières de la gomme. Et pour finir, les élastomères. C'est du caoutchouc synthétique ou caoutchouc butyle et cela permet l'élasticité. Mais cette information pourrait nous aider à répondre à notre problème, qui est, je vous le rappelle, comment améliorer l'élasticité d'un composant, avec comme exemple le chewing-gum. Tout à fait. Bon, bah, allons nous plonger dans les livres. C'est parti. Ensuite, nos deux blondes se sont renseignées sur la définition de l'élasticité. Écoutez. L'élasticité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'on puisse étirer un corps jusqu'à un certain point et qu'il puisse ensuite reprendre sa forme initiale. Jusqu'à un certain point. Et oui, il existe une limite. Passé cette limite, le corps ne peut plus reprendre sa forme initiale. Nous sommes allés voir Thierry Raffen, un scientifique, pour qu'il nous explique ce qu'est sa définition de l'élasticité et quelle est la limite de l'élasticité. L'élasticité, c'est la capacité d'un matériau à retrouver sa forme initiale après avoir subi une déformation sous une certaine contrainte. On représente l'élasticité dans un graphe de la contrainte, que l'on note sigma, en fonction de la déformation, que l'on note epsilon. Et dans ce graphe, on trace la réponse du matériau, qui est l'élasticité. On représente ensuite mathématiquement par l'équation suivante, sigma égale E epsilon, avec donc sigma la contrainte, epsilon la déformation et E le module d'élasticité qu'on ne doit pas confondre avec la limite élastique que nous verrons tout à l'heure. La limite d'élasticité, c'est la contrainte au-delà de laquelle le matériau se déforme de manière permanente. Sur le graphe, ça correspond à ce point-là. On appelle la limite d'élasticité sigma E. Et la limite d'élasticité s'exprime en newton divisé par des millimètres carrés. Dans la gomme de base, les élastomères sont à l'origine de l'élasticité du chewing-gum. Les élastomères, c'est un ensemble de macromolécules présentant des propriétés élastiques obtenues grâce à la réticulation. La réticulation, c'est le branchement des chaînes de polymères les unes aux autres par de véritables liaisons chimiques. Les polymères, pour ceux qui s'interrogent, sont le résultat de l'enchaînement de plusieurs monomères par des liaisons covalentes. De plus, les macromolécules sont emmêlées en pelotes et reliées de manière assez lâche par des nœuds. Ici, vous pouvez voir ce qui se passe lors de la réticulation. Donc, lorsqu'on tire sur les élastomères, les molécules qui étaient emmêlées entre elles en pelotes se déplient et s'allongent. Les nœuds.
créés lors de la réticulation qui relie la pelote ont pour rôle d'empêcher de glisser les molécules entre elles et de les ramener dans leur position initiale lorsque l'on y exerce plus de tension. Donc je vais vous expliquer en simplifiant vraiment ce qui se passe lorsqu'on tire sur un élastomère. Imaginons que nous avons une chaîne macromoléculaire comme ça. Si nous étirons cette chaîne, en simplifiant, nous obtenons cela. Maintenant, si notre chaîne macromoléculaire est plus grande, alors elle sera plus extensible. Maintenant, nous savons qu'il y a des ponts qui sont créés entre les chaînes avec des nœuds qui les rendent plus résistants. Donc on obtient alors ceci. C'est moins extensible, mais beaucoup plus résistant. De plus, nous savons qu'il y a des liaisons faibles, donc soit des liaisons hydrogène ou des liaisons Van der Waals. Et lorsqu'on y exerce une tension, ces liaisons se cassent et se recréent lorsqu'il n'y a plus de tension. La création de ces ponts est réalisée lors de la réticulation. C'est donc la réticulation qui joue un rôle sur les propriétés élastiques de l'élastomère. Nous avons trouvé lors de nos recherches un cas particulier de la réticulation qui permettrait d'améliorer les propriétés élastiques d'un élastomère. La vulcanisation consiste à relier entre elles les macromolécules d'un élastomère de façon à empêcher qu'elles ne prennent de déformation permanente. Pour cela, lors d'un masticage à chaud ou autrement dit une cuisson entre 100 et 140 degrés, on incorpore des placifiants et des agents vulcanisants. Donc pour le caoutchouc, donc le chewing-gum, on incorpore la cire et l'agent vulcanisant et le soufre. C'est donc cette étape qui permet de rendre plus ou moins élastique un élastomère, donc un chewing-gum. Le soufre va accélérer ce processus en formant des ponts ou des nœuds entre les chaînes macromoléculaires et ainsi obtenir en quelque sorte un réseau entre ces chaînes. Pour rendre le chewing-gum plus élastique, il suffirait alors d'ajuster la quantité de soufre lors de la cuisson de l'élastomère. Lorsqu'on augmente la quantité de soufre, le chewing-gum devient plus rigide et moins élastique. A l'inverse, lorsqu'on diminue la quantité de soufre, le chewing-gum devient moins rigide mais plus élastique. Mais attention à ne pas trop diminuer cette quantité, sinon le chewing-gum deviendrait ductile, donc inutilisable. De même, si vous augmentez trop la quantité de soufre, le chewing-gum sera alors trop solide. D'après le brevet sur les élastomères de Marius Hert et de Christian Dawson, l'intervalle de quantité de soufre à respecter serait de 25 à 75% de quantité de soufre sur la totalité de la pâte. Un chewing-gum qui serait composé de moins de 25% de soufre serait inutilisable car il serait beaucoup trop ductile. Un chewing-gum composé de 25 à 40% de soufre serait alors plus élastique et cela répondrait à notre problématique et à ce que l'on recherche. Les fabricants mettent en moyenne entre 40 et 60% de soufre. C'est en gros l'équilibre entre rigidité et élasticité. Si le chewing-gum est composé de 60% à 75% de soufre, le chewing-gum est utilisable, mais il est trop rigide et cela ne convient pas à ce que nous recherchons. Lorsque le chewing-gum est composé de plus de 75% de soufre, il n'est plus du tout ici utilisable car il est beaucoup trop rigide. Après 10 minutes d'émission, vous savez comment améliorer l'élasticité. Cela se passe pendant la vulcanisation et il faut ajuster la quantité de soufre. Et oui, alors j'espère que notre émission vous aura bien plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Restez sur la chaîne pour regarder C'est pas sorcier. Bonne soirée!